Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk to Growth, le podcast où on parle de l'univers de la musculation et de tout ce qui gravite autour, le tout en marchant. Je m'appelle Enzo, je suis coach en ligne et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Si tu veux en apprendre plus tous les jours sur le sujet, tu peux venir me suivre sur Insta, j'y montre mon quotidien tous les jours. Comme je vous l'ai promis dans le dernier épisode, je vais commencer à inviter du monde sur le podcast et premier invité aujourd'hui, on est avec Maxime. Très heureux de t'avoir sur Bonjour le podcast. Comment vas-tu ? De même. Présente-toi. Écoute Enzo, ça va très bien et toi ? Impeccable, très heureux de te recevoir. On avait fait un podcast tous les deux sur ta chaîne la dernière fois et du coup, premier invité, j'ai tout de suite pensé à toi. Donc c'est un plaisir. Je te remercie. Je te laisse te présenter un petit peu pour les gens qui ne te flattes. connaissent pas. Enchanté à vous, chers spectateurs. Moi, je suis un petit peu comme Enzo. Globalement, j'ai le même parcours. Je suis également coach en ligne. Ma petite particularité, c'est que je suis également coach sportif en présentiel. Et donc, je mixe un petit peu les deux en coachant en salle, en coachant en ligne pour du coup toucher un petit peu plus de monde et développer des compétences un petit peu plus diverses. Mais à terme, mon objectif reste à peu près le même qu'Enzo, c'est vraiment réussir à me spécifier dans le en ligne et potentiellement en vivre un jour, on l'espère. Il n'y a pas de doute, hein, on va y arriver de toute façon. Maxime il propose du contenu de qualité, des conseils, des très bons conseils, donc je vous mettrai son Instagram dans la description si vous voulez aller voir un peu plus son contenu. Du coup aujourd'hui, le thème du jour, réfléchis un peu à la dernière minute, mais le thème du jour très important, les techniques d'exécution dans le monde de la muscu. Donc ça peut paraître être un sujet un peu simple, mais en réalité c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Je pense qu'on va commencer par une première question et je vais te la poser Max. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne technique d'exécution de manière générale ? De manière générale, une bonne technique, pour moi, c'est respecter certains critères. Que ce soit en termes de sécurité, ça reste le plus important. En termes potentiellement d'amplitude. Et après, si on va chercher un petit peu plus certains détails, en termes de trajectoire, de tempo, etc. Mais le point le plus important, je parlerai plutôt de sécurité et ensuite d'amplitude. Ouais, c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé, la sécurité, mais c'est vrai que c'est super important. Pour remettre du contexte quand même, ce que j'aime bien dire, c'est que une bonne exécution, ça n'existe pas dans l'absolu, que c'est quelque chose de contextuel parce que une exécution, elle va être bonne, elle va être mauvaise, mais elle va être bonne par rapport à quelque chose ou mauvaise par rapport à quelque chose, et en l'occurrence un contexte, un objectif. C'est-à-dire que on peut avoir une exécution qui, dans un contexte, va être bonne et dans l'autre, ne va pas l'être. Et l'exemple le plus simple, mais il y en a plein d'autres, ça va être celui du powerlifting. Un développé couché dans le power avec un gros pontage, une grosse ouverture au niveau des bras et une très faible amplitude, ça va être top du coup pour l'objectif de powerlifting, c'est-à-dire soulever la plus grosse charge d'un point A à un point B. Mais par contre, pour développer ses pectoraux, c'est certainement pas le plus optimal. Et donc, en fonction du contexte, en fonction de l'objectif, la bonne exécution va différer. Également en fonction des individus, comme on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas la même ossature, les mêmes leviers. De l'extérieur, on aura l'impression que, tu vois, certaines personnes exécutent mal leurs mouvements, alors qu'en fait, c'est ce qui leur correspond à eux. Et donc, il faut vraiment avoir cet œil, subjectif, pour du coup, pas forcément juger au premier regard, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi il le fait comme ça, pourquoi il le fait pas autrement, et comme tu disais, quel est son objectif tout simplement. 100%. C'est pour ça que le fait de juger quelqu'un en salle de sport, de dire, de se foutre de la gueule de quelqu'un, de le filmer, ça arrive sur Insta parfois, sur les réseaux, de dire regarde lui comment il fait mal son mouvement, alors qu'en fait tu peux pas juger une exécution si tu sais pas pourquoi elle est faite. Une bonne exécution en fait c'est une exécution qui est justifiée,
dans un contexte. Et ok, le mec là-bas qui a une amplitude bizarre, qui contrôle pas sa charge, tout ça, on dirait qu'il fait n'importe quoi, mais peut-être qu'il s'entraîne spécifiquement parce qu'il fait un autre sport à côté, qui fait du renforcement spécifique pour sa pratique. On peut pas le savoir. Ok, là-bas, le mec qui retient pas son excentrique, peut-être qu'il fait quelque chose en musculation, en tout cas pour l'hypertrophie, qui est pas le top. Mais au final, c'est peut-être dans un but précis. Celui-ci qui tend les bras au curl, alors que potentiellement ça n'apporte pas plus de gains musculaires. Ben pourquoi il le fait? Ben peut-être que c'est pour prévenir les blessures. En fait, c'est pas parce que quelqu'un n'exécute pas un mouvement de la façon la plus optimale que forcément il le fait mal, parce qu'en fait, le fait que quelque chose soit optimal, ça va toujours être contextuel par rapport à ça. Là, tu vois, ça me faisait penser aux sprinters. Ouais. Souvent, on les voit à faire des quarts, voire des huitièmes de squat avec des charges énormes. Eux, faire ça en salle de sport, bon, ce serait clairement rentrer au milieu des loups et être prêt à se faire juger. Mais en soi, comme tu disais, c'est contextuel. Pour leur objectif de performance, bah, ça reste super intéressant à réaliser. Mais d'un œil extérieur, on voit une barre chargée super lourde, un quart de squat, un huitième de squat, que sais-je. Et boum, direct, ça vient critiquer sur l'exécution, l'amplitude, la charge. Non, mais fais pas ci, faut descendre plus bas, faut mettre moins lourd. Alors qu'en fait, tu sais rien de son objectif, tu sais rien de sa programmation. Si il fait cet exercice, bah, logiquement, il y a une vraie raison derrière. Et pour moi, je pense que j'avais pas réfléchi à cet exemple à la base du sprinter, mais du coup, ça revient même sur tout l'athlétisme, les mecs qui font du lancer, tout ça, qui ont des trucs particuliers, Ouais. des exos pour leurs épaules, tout ça. Le fait de juger une exécution, en général, je suis pas pour du coup. Maintenant, aller donner un conseil à quelqu'un, je pense qu'il y a quand même une bonne raison, et tu en as parlé au début, c'est la sécurité. Si tu vois que quelqu'un fait quelque chose de dangereux, mais encore une fois, la dangerosité, c'est encore un autre débat. Il faut quand même avoir un œil relativement critique, parce que parfois, moi le premier en fait, il y a des gens qui viennent me corriger, soit sur Insta, l'autre jour c'est arrivé dans ma salle, il y a un type qui est venu me dire de pas tendre les genoux sur le hack squat, parce que je risquais de me retourner les genoux. Bizarre. C'est un Ils débutant. arrivent, attention. Je me considère pas comme un expert, tu vois, ni un spécialiste. J'ai ma petite expérience, j'ai mes connaissances, c'est ok. Mais le type, en l'occurrence, sans aucun jugement, ça se voyait que c'était un mec relativement débutant. Et ça part d'une bonne intention, mais du coup, comme tout le monde se contredit, que tout le monde n'a pas les connaissances, c'est toujours compliqué et délicat d'aborder quelqu'un et de lui dire tu fais quelque chose de mal, alors que, encore une fois, c'est subjectif. Alors qu'en soi, c'est voilà. Et c'est comme tu as dit sur le curl, le fait de tendre les bras, en soi, c'est pas que ça devrait être généralisé, mais si tu regardes la fonction de ton biceps, c'est fléchir ton avant-bras, enfin fléchir ton bras, puis du coup le tendre pour l'étirer. En quoi tendre ton bras en fin de mouvement, ça serait dangereux si on reste sur ce petit point-là de la dangerosité. C'est comme tout, en fait, il n'y a pas de mouvement dangereux plus qu'un autre, encore une fois, dans l'absolu. Maintenant, ce qui va être dangereux, justement, je pense que c'est d'éviter les mouvements, de absolument dire que ça c'est dangereux, je le fais pas, et du coup je m'expose jamais à cette contrainte, et le jour où j'y suis exposé, le jour où ça arrive, que ce soit à la muscu, dans la pratique, ou même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, hein. Souvent tu regardes, les gens se blessent en dehors, parce que bah, justement ils ont fait un faux mouvement, ils ont subi une charge d'un coup, et boum, malheureusement, les tendons, les muscles n'ont pas réellement apprécié sur le moment, ce qui fait que bah, malheureusement, il y a eu une petite blessure. Mais là, ça me fait penser, tu vois, à un truc. Il y avait une séance d'essai dans ma salle, et c'était un mec qui faisait beaucoup de street lifting. Donc il m'a dit que, tu vois, il faisait des séries de tractions. Il se terminait avec peut-être 300 reps, juste, tu vois, pour travailler l'endurance. Il avait des dips à plus de 100 kilos. Enfin, tu vois, le mec, ça reste un monstre, en gros. Donc,
globalement avec des épaules en bonne santé, des coudes en bonne santé. Et il m'a dit, bah là en fait, je sors de blessure, ça fait 6 mois que je me suis pas entraîné, parce que au taf, j'ai fait un mouvement et boum, l'épaule ça a pété. Après, forcément, l'entraînement a sûrement eu une conséquence sur cette blessure, mais le moment où il s'était blessé, c'était pas du tout lors de l'entraînement, ce qui, pour certains, pourrait surprendre. Ça peut être lié, encore une fois, en fait, c'est toujours très contextuel. Une blessure, ça vient pas forcément de comment tu t'entraînes, c'est multifactoriel. Ça peut venir du coup de ton travail, euh, ça peut être psychologique, c'est pas forcément une blessure, mais une douleur, quoi. Ça peut être juste une question de programmation, t'as fait trop par rapport à ce que t'es capable de tolérer, et d'ailleurs c'est un peu la définition de la blessure. C'est la charge qui dépasse du coup la capacité d'un tissu. Après, tu as aussi d'autres facteurs comme, bah, tu l'évoquais, la récupération, que ce soit le sommeil, Mm. l'alimentation aussi, qui est peut-être pas optimale, du moins pour permettre au tendon de récupérer. Il Et y a après, une c'est cette question, accumulation qui fait que ça peut être une forcément, quand accumulation tu as de une plusieurs surcharge, choses, ouais. Mais il y a une question aussi de malchance, hein. Parfois ça peut arriver alors que aussi. tu fais tout bien à côté, hein. Une blessure c'est quelque chose qui arrive, on peut diminuer grandement les risques si on fait les choses intelligemment, mais même si on est intelligent, parfois ben, on contrôle pas tout, et il y a des facteurs qui sont externes, qu'on contrôle pas, et qui peuvent amener une blessure. Alors parfois ça va être des trucs bêtes, hein. Tu tombes, un traumatisme, bon bah ça tu peux pas trop le prévenir. Ouais. Là en l'occurrence, À moins d'être un super-héros, boum. Mais il y a des types qui travaillent ça, hein. C'est à la mode en ce moment en Amérique. Ouais. Les mecs sur ce base là qui sautent de 50 cm, 1 mètre de haut, tu vois, pour travailler leur Ah densité ouais? osseuse. Non, moi, ce que je vois, c'est un mec. Mais il avait fait débat. Tu suis TNF? Ouais. Bah, il l'avait exposé enfin, en tant que fraude. Et le mec, il faisait du street lifting. Il n'avait pas percé du tout. Ensuite, il s'est dopé. Il a fait tout un tas de vidéos. Et il a vraiment percé quand il s'est mis en tenue de militaire. Et en gros, Ok. ce mec-là, il prône l'entraînement fonctionnel. Et donc, le fait d'être au poids de corps, de faire des sauts, de faire des pompes sautées, enfin, de faire tout un tas d'exercices farfelus. Et ça me faisait penser à ça, genre le mec, tu vois, il fait des pompes, hop, il saute, il se réceptionne sur un banc, des trucs improbables, mais potentiellement, ce genre de personne, en cas d'événement inattendu, il serait peut-être plus chanceux sur le fait d'éviter de se blesser. Mais bon, c'est assez improbable Ouais, comme ouais. pratique. C'est vrai qu'il y a des Donc bon, exercices qui peuvent avoir un meilleur transfert dans la vie de tous les jours si on parle de fonctionnalité d'un oui, mouvement, mais en réalité, la musculation, même si tu l'as fait vraiment purement hypertrophie, bodybuilding, c'est déjà très fonctionnel. C'est-à-dire que, à moins de faire tous tes mouvements hyper contrôlés, de travailler que dans certains angles, de pas varier les angles de travail, etc., et de travailler des muscles dont tu te sers jamais, ce qui est très peu probable parce qu'en général, on se sert d'à peu près tout ce oui. qu'on a sur notre corps. En vrai, t'as un très bon transfert pour tout. Porter tes courses, le grip, ça c'est super important, le grip Ouais. pour tout dans la vie, pour ouvrir un bocal, porter tes courses comme je dis, le fait Bah, de... il me semble que c'est la chose la plus importante qui est corrélée avec la force. Il me semble que plus on vieillit et plus on perd du grip, plus il y a de risques justement, Il me semble que c'est lié il à me semble soit l'espérance de vie, ouais. soit de maladie, enfin voilà, un truc du genre, Plus tu perds transfert de tes force. fonctions principales de toute façon, Ouais, plus bah, moins t'es autonome dans la vie de tous les jours, moins tu bouges, plus du coup tu te confortes dans ce cercle vicieux, moins t'es capable de faire grand chose et donc bah, tu vieillis plus rapidement et malheureusement. tu décèdes plus rapidement. C'est pour ça que c'est important de Et faire du ça, sport toute sa vie. ça me fait trop rire parce que justement, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Le truc de faire de la musculation, c'est de la gonflette. Bon, bah, on vient de vous prouver que non, hein. En mode, enfin déjà, faut faire une distinction entre musculation, hypertrophie, renforcement musculaire. En soi,
si on regarde vraiment en détail, ça reste la même chose. Peut-être que les entraînements, les protocoles, tout ce qui vient, tout ce qui s'ensuit sera différent, mais globalement, tu t'entraînes, logiquement, tu as des adaptations et donc tu prends du muscle et donc tu fais de la gonflette. Sauf que là, l'argument ne tient plus, Euh, comme on l'a vu, étant donné que c'est transférable globalement sur tout ce que tu vas faire dans la vie. Enfin, que tu bouges, que tu fasses ci, que tu fasses ça, il y aura forcément des mouvements où oui, tu seras plus fort, tu seras plus à l'aise, tu auras moins mal au dos. Donc, arrêtez en 2026 avec ça. Ouais, je pense que les gens ont ce cliché en fait du mec, du bodybuilder chargé qui est énorme et que il fait pas le poids contre un bûcheron qui est comme ça, mais par contre qui a fait ça toute sa vie, tu vois, c'est l'exemple typique un peu. Ah, si tu le mets dans un champ, il est pas capable. Mais forcément, ça n'a rien à voir. C'est comme les gens qui te disent ouais, mais je te bats à la bagarre même si t'es plus musclé. Ah là là, misère. Alors que, ouais, Et non. ça, c'est Vas-y, vas-y. genre, même en salle de sport, euh, juste charger plus lourd. Parce que bon, à un moment, oui, si c'est trop facile, bah, tu vois, juste on rajoute peut-être 2, 3, 4 kilos en plus, ça fait une différence. Souvent, ça reste ancré, hein. Ah ouais, mais je veux pas devenir un bodybuilder, je veux pas devenir énorme. Malheureusement, les gens ont trop cette chose ancrée dans leur tête. Mais bon, ça, c'est comme C'est une les excuse, hein. protéines, c'est mauvais pour les reins, tu vois. Genre, pour moi, c'est la même chose. Et ça reste. Enfin, c'est quand même en train de changer. Donc, c'est Oui. bien. Mais t'as certaines populations qui, malheureusement. En fait, on a un accès à l'information maintenant qui est tellement plus grand, et puis les créateurs de contenu, nous en l'occurrence, et plein d'autres, martèlent un peu sur ces clichés-là pour dire mais faut arrêter de croire ça. Du coup, les messages se véhiculent plus facilement. Mais je pense que tout ça, je veux pas devenir trop musclé, c'est de la gonflette, machin, c'est juste des excuses pour se conforter dans le fait que les gens font pas ce qu'il faut, mais ils se disent non mais de toute façon moi ce que je fais c'est mieux, ça sert à rien. Alors que en fait faire de l'entraînement Sûrement. contre résistance, même faire du sport, mais l'entraînement contre résistance, je pense que c'est le mieux pour bien vieillir. Ça a une multitude de bienfaits sur la santé et qui permettent du coup d'augmenter l'espérance de vie, de réduire les risques de maladies. Ça va jouer notamment sur le cardio, sur conserver des articulations en forme, conserver de la masse musculaire qui aide du coup à résister aux maladies, à être fort. Ça aide du coup à conserver un bon système immunitaire. Ça aide à être autonome, tu vois, pas finir en maison de retraite ou avec un fauteuil roulant et plus pouvoir rien faire. En fait, même le fait de faire du sport, de pousser, ça génère une cascade de processus physiologiques, de génération d'hormones, du plaisir, mais du coup aussi également d'hormones bénéfiques pour la santé. Ça a que des avantages, j'ai envie de dire. Alors après, il y a une question de Ouais. préférence personnelle, hein. Faire de l'entraînement contre résistance, c'est pas faire pousser de la fonte forcément. Tu peux très bien faire du poids de Non. corps, tu peux faire plein de choses qui s'en éloignent plus ou moins. Ça peut être de la gymnastique, ça peut être, je sais pas moi. Bah, en soi, tout et n'importe quoi, hein. T'entraîner avec des élastiques, des haltères, au poids de corps, nager. Tant que Ouais, tu bouges, ouais, que tu as un minimum de résistance, que bah, tu as comment dire, un recrutement musculaire et cardiovasculaire qui reste assez important, tu auras des adaptations et dès lors que tu fais ça, tu seras en meilleure santé. Il y a pas de 100%. question à se poser. Si tu fais du sport, même n'importe quel sport, tu seras en bien meilleure santé juste parce que tu bouges. Et donc ton corps, il va apprécier et il va se développer, il va créer ces adaptations qui seront positives. Le principal, ouais, c'est de faire une activité physique. Après, le mieux du mieux, c'est quand même d'avoir du coup un entraînement résistance et un entraînement cardio à côté, que ce soit Ouais. complémentaire. Après, si t'as que l'un des deux, de toute façon, ça reste mieux que rien et mieux que la plupart de la population. Donc voilà. Mais le souci aussi, dans ces croyances des gens, ça me vient en tête comme ça, c'est que je pense que la plupart des gens qui commencent la muscu ne commencent pas la musculation pour ces raisons-là. Ils commencent parce qu'ils se sentent pas bien dans leur corps, parce qu'ils veulent être musclés, parce qu'ils veulent plaire aux filles. Et du coup, potentiellement, ils n'ont pas les bons drivers dans la vie.
Et je pense, alors ça c'est personnel, j'ai pas les statistiques, mais que ça amène à plus d'échecs, ou en tout cas de plus de gens qui vont arrêter par rapport à ceux qui font ça purement pour la santé, purement pour le plaisir, d'un point de vue adhésion et puis même d'un point de vue je veux être en bonne santé toute ma vie, bah du coup je fais de la musculation toute ma vie. Je vais pas faire de la musculation à fond pendant 6 mois Winter Arc pour être beau gosse sur la plage et ensuite j'arrête. Mais c'est surtout que t'en as qui s'inscrivent à la salle, donc oui, pour être plus musclés, ils ont pas forcément les bonnes raisons, entre guillemets, et ils veulent aller beaucoup trop vite. Tu vois, combien de fois j'en ai entendu dire ah ouais, bah là je vais me charger et après j'arrête. Et genre, t'es débile ou quoi? Tu veux te charger alors que déjà tu débutes dans ce sport, t'as même pas atteint ton haut potentiel, t'as même pas optimisé tes entraînements, t'as même pas optimisé ta diète, t'as même pas optimisé ta récup. Genre, t'as rien optimisé dans ta pratique, tu veux te charger et donc très clairement mettre ta santé en danger, hein, parce que bon, tu veux te charger, faire une cure, deux cures, c'est pas ça qui va te permettre d'être beaucoup plus musclé en soi. Et ensuite, tu veux arrêter. Donc en gros, ton objectif, c'est de commencer un sport, te flinguer la santé, puis ne plus faire de sport. Et perdre tout ce que Je tu suis pas avais sûr que ce acquis. soit les bonnes réponses. Enfin, les bonnes raisons. Et en plus, perdre tout ce que tu as développé. Et être en moins bonne Pourquoi? santé par la suite. Pour un plaisir, Ouais. temporaire, pour dire regarde comment j'étais stock. Ça, c'est comme les papis qui te disent mais moi, à ton âge, j'étais plus musclé que toi, hein. Ah, Mais je sais c'est. pas, ouais. C'est les mentalités. Après, heureusement que c'est pas une généralité, mais il y en a quelques-uns, ça fait réfléchir quand même. Ouais, mais souvent ça part d'un traumatisme. Ça part de. En tout cas, c'est souvent psychologique. Il y a un souci. Euh, Quelque part, la personne se sent pas bien. Le fait de vouloir se faire du mal ou de vouloir prendre un raccourci pour avoir ce qu'elles veulent. J'en ai eu un l'autre jour. J'ai fait une analyse de programme pour un gars. D'ailleurs, je fais des analyses de programme gratuites. Si ça vous intéresse en vidéo, il y a juste à venir me le demander sur Instagram. Mais le type, il me disait, je lui demandais ses objectifs du coup. Il me dit, ouais, prise de muscle. Là, à 18 ans, je ressemble à ça. Il a un très bon physique pour 18 ans. Après, c'est un physique ok, mais à 18 ans, c'est très bien. Et il me dit, mais à 20 ans, je vais me charger du coup, je pense. Je lui dis, pourquoi te charger Il me fait, ouais, mais je suis obligé parce que mes objectifs, c'est de concourir en pro, bodybuilding, machin. Je lui dis, mais tu sais que bodybuilding, tu peux être dans des fédés naturels et concourir en pro, avoir un très haut niveau. Il fait, non, non, mais moi, mon objectif, c'est Olympia. Le mec je vais pas dire qu'il a pas de physique, mais il a pas énormément de masse musculaire, il a pas beaucoup Non, mais voilà, d'expérience. il a pas la génétique pour. Après, c'est difficile à dire quand t'as Ou pas du moins, il développé a pas, encore il a beaucoup. pas exploité encore cette génétique. Mais Ouais, mais ça, là, tu vois, c'est. je rebondis là-dessus. J'ai regardé le podcast de The Prep Dad avec Anto Weiss, il me semble que Ah, c'est je ça l'ai pas son nom vu de famille. celui-ci. Et justement, il parle de la génétique dans le monde du bodybuilding. Mhm. Et très clairement, la plupart des compétiteurs, quand tu les regardes, hein, le top monde, mais ils ont un physique qui foudroie tous les natis à leur prime nati. Et ces gens-là, souvent, eux, ils ont commencé bien avant, genre dès l'adolescence. Il me semble qu'il parlait de Tristan Lee, Ouais. celui qui était écorché. Il disait qu'il avait commencé les compètes à 12-13 ans et que bah, en fait, ça faisait des années qu'il exploitait son potentiel, sa génétique, et donc des années qu'il performait en fait. Si déjà à 18 ans, tu commences à peine la salle et que 2 ans après tu veux te charger, bon, t'as des athlètes, comme tu le disais, qui sont naturels toute leur vie, qui ont un physique mais monstrueux, et qui ensuite prennent des cures, font des cures, et donc passent de l'autre côté, mais avec des dosages qui sont parfois minimes. Ridicule. Mais juste ça, en fait, ça leur permet de booster leur progression de manière exponentielle. Il parlait de Ronnie Coleman,
Ouais. Et parce que bon, Ronnie Coleman, en même temps, je pense clairement qu'il a la meilleure génétique du monde. Euh, Son premier Olympia, il disait qu'il l'avait fait en naturel. Enfin, du moins, Ronnie disait qu'il était naturel, et les deux étaient d'accord lorsqu'ils ont vu le changement d'une année à l'autre. Ouais. Bon, je pense pas qu'il l'était, mais après, ça, c'est quelque chose, c'est un avis personnel. Dans tous les cas, il y a une question de génétique énorme. Et l'exemple que j'aime bien aussi, c'est celui de Samuel Hartmann, qui Ouais. vraiment a fini le jeu en fait. Il a attendu Ah, déjà, mais vraiment, il quel comptait depuis monstre. longtemps se charger, mais il voulait d'abord finir champion du monde Nati en WNBF. Et d'ailleurs, même s'il l'aurait fait plus tôt, il a dit qu'il voulait attendre d'avoir 25 ans pour le faire, histoire d'avoir des hormones plus stables, faire les choses correctement, Ouais. proprement. Et de toute façon, il partage un petit peu ses cycles. Je sais pas si tu es sur son canal Instagram, Non. surtout au Mais début. moi, enfin, ça fait un peu longtemps que je le connais, je suis de loin. Je le suivais quand il faisait des cours de posing, enfin Ouais. des réels tutos posing. Ça fait assez longtemps. Mais en soi, tu vois, croire que ce mec est naturel, pour moi, c'est pas logique, mais ça devrait l'être, étant donné que son père était compétiteur, qu'il a également une génétique plutôt avancée. Pour moi, il n'y a pas de raison que, tu vois, son fils n'ait pas hérité de sa génétique. Non, puis à un moment, quand tu concours tous les ans en WNBF, c'est juste que tu connais rien si tu dis Voilà, que le mec est chargé parce que tu prends un tellement plus gros risque à te charger pour te faire choper, euh, euh, quitte à du coup tricher, tu vois, plutôt que de faire les choses safe. Il y a tellement de contrôles maintenant, même si parfois tu peux les éviter, que au bout d'un moment ça va t'arriver. Il y a des contrôles inopinés dans l'année, voilà, tu c'est peux ce que pas. j'allais dire. Et À moins de prévoir chaque déplacement. Mais bon, les molécules, je pense qu'elles restent quand même dans le sang, dans le corps. Donc tout ouais. esquiver à chaque fois, ça paraît Non, mais assez on le voit du impossible. coup. Je reviens à ce que je disais dans son canal Instagram, surtout au début quand il a commencé à se charger. Du coup, je crois que c'était au début de cette année 2025. Il commençait du coup à partager un petit peu ses cycles, ce qu'il prenait. Et il a commencé vraiment avec des dosages. Alors, je suis pas expert là-dedans, mais il commençait avec des dosages vraiment minimes. Ce que prendrait un mec qui n'y connaît rien aujourd'hui pour commencer, tu vois. Il prenait la moitié. Et ça l'a pas empêché d'exploser. Là, en même pas un an, l'évolution physique, elle est énorme. Et c'est parce que c'est des types, Ouais. ils ont tellement maxé le truc. Et au niveau de l'entraînement, de la diète, bon, il a ses méthodes, hein, comme tout le monde, mais il est calibré. Il a atteint, pas ce que je qualifierais de limite nati, parce que selon moi, ça n'existe pas. Mais il a atteint quand même un palier avec très peu de marge de progression derrière. Et du coup, le fait Ouais. de stagner à ce palier-là, dès que tu rajoutes un plus avec de la chimie, mais tu exploses. Et les gens qui sont débutants, qui n'ont pas de physique et qui veulent juste griller les étapes et passer directement par là, au final, ils n'ont pas les résultats escomptés. Et ce qu'ils disaient, tu vois, lors de leur podcast, c'est que souvent, les gens ont tendance à trop doser trop vite. Là, Samuel Hartmann, tu vois, il a peut-être commencé léger, et donc il a une plus grande marge de progression, d'augmentation. T'en as certains qui partent beaucoup trop vite, qui n'ont pas forcément les résultats attendus, et donc au lieu de changer la diète, changer l'entraînement, Ils ce qu'ils font, augmentent. c'est qu'ils augmentent encore plus les dosages. Sauf que quand tu te retrouves avec des dosages énormes et que tu atteins le plafond, qu'est-ce que tu veux améliorer en fait? Tu veux en prendre plus, et donc t'exposer encore une fois de très très grands risques au niveau de ta santé, ou bien, ou bien tu veux rien faire. Non, Parce que mais si à un moment ça marche plus, tu vas pas pouvoir augmenter indéfiniment. la plupart du temps, en plus, c'est fait sans connaissance. Comme les mecs sont débutants, entre guillemets, qui font ça à l'arrache, du coup, ils font ça n'importe comment. Niveau santé, c'est pas du tout géré à côté. Tu augmentes drastiquement tes Bah risques de voilà, c'est problèmes de pas santé. contrôlé, Et il tu n'y a vas pas de pas prise de durer. sang, il n'y a rien. Si tu veux être bon dans le bodybuilding, Et puis c'est très très long. en plus, ce qu'il disait, c'est qu'il faut t'assurer d'avoir les bons produits. Parce que si tu commandes ça et qu'en fait, c'est pas du tout ce qui est censé être à l'intérieur, ça aura pas du tout les mêmes effets sur ton corps.
Et ça, il le précisait surtout pour les athlètes féminines, comme ça reste peut-être 2, 3, 10, 100 Mais- fois plus impactant pour leur système hormonal, faut aussi faire attention Mais je, à ce que t'achètes. je crois que je l'ai vu ce podcast, ils en ont fait plusieurs, mais c'est pas en TOS. Si, Ben, récemment. si, mais il est sorti peut-être il y a une semaine. Ok, parce que sinon, The Prep Dad, il a fait 2-3 podcasts récemment avec un autre gars. Avec Red Skull Training, Voilà. il disait. D'ailleurs, petite anecdote, C'est peut-être lui que t'as vu, ouais. il s'est entraîné dans ma salle pendant un petit moment, ce type. Ah ouais? Ouais, et il Stylé. s'est blessé plutôt gravement il y a peut-être une petite année. Moi, j'étais pas là, mais j'ai un pote qui travaillait à l'accueil. Ah ouais? Il a mal rerac la presse Stylé. à cuisse. Il a sorti ses jambes, Aïe. il les a mis par terre et la presse lui est tombée sur les genoux. Genre, Ça lui est tombé dessus. Putain. Horrible. j'aimerais pas que ça m'arrive. Apparemment, mon pote, il m'a dit, il a gueulé Ouais. dans toute la salle. Il y a les pompiers qui sont venus et tout. Et Ouais, voilà. tu m'étonnes. Mais là, leur podcast, tu vois, il était intéressant parce qu'il parlait de la morpho-anatomie. Pour eux, qu'est-ce que ça voulait dire, ce que ça voulait pas dire. Et il y avait des petits tacles à gauche, à droite. Grand débat. Hein. C'était drôle. Ah, moi aussi, je me fais tacler. Parce que j'aime bien prendre position. Ça fait plus de vues sur Insta. Mais Oui, bah oui. j'ai fait 2-3 Bah, posts typiquement, là-dessus. je tends mon bras sur du preacher curl. Oulala. Et je pense qu'il y a des choses qui sont pas achetées dans la morpho-anatomie, c'est juste ce qu'en font les gens. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment pas pour ce concept-là. Bon, on va pas discuter de ce débat hyper longtemps parce que je pense après on va recentrer le podcast, mais il y a quand même des pratiques qui s'apparentent un peu à de la morpho-anatomie. C'est-à-dire que l'angle de poussée, par exemple, pour développer un cliné, en fonction de la forme Bah, de en ta fonction cage de thoracique, ta structure osseuse, oui, bien sûr. c'est de la morpho-anate. Le fait de vouloir aligner, en fait, et on va y revenir après parce que ça fait partie du sujet du podcast, mais vouloir aligner la trajectoire d'un mouvement avec la trajectoire de tes fibres musculaires, il faut tenir compte du coup de tes insertions. Et potentiellement, quelqu'un qui a le deltoïde inséré vraiment devant, le deltoïde moyen, une élévation latérale, il va la faire plus ici dans le plan sagittal, scapulaire, tu vois. Quelqu'un où le deltoïde va s'attacher vraiment plus sur le côté, et potentiellement, pour aligner le mouvement avec les fibres musculaires, il va le faire plus sur le côté. C'est de la morpho-anatomie. Mais ce que j'aime pas dans la morpho-anat, et c'est ce que j'ai dit dans un des derniers posts que j'ai fait, c'est ce qu'en font les gens et le fait de propager des croyances limitantes à propos de ça, de dire tu peux pas faire ça, t'es pas capable de faire ce mouvement, tu vas te blesser, tu seras jamais bon, tu vois, tu pourras jamais développer tel Ce muscle. que tu disais au tout début. Faut éviter ce mouvement parce que ça te correspondrait pas. Alors qu'en réalité, bah, même si tu as une structure osseuse différente, des insertions différentes, des leviers différents, en soi, tu peux tout faire. Tu seras peut-être pas aussi à l'aise que certains. Il y en a, ils ont, enfin, tu vois, je le vois comme je coach en présentiel, mais les squats, un back squat, il y en a qui arrivent pas du tout à casser la parallèle. Ouais. Alors que, tu vois, ils auraient pas tendance à avoir des fémurs très très longs. C'est juste une question de mobilité, d'articulation. Et à l'inverse, t'en as qui sont super grands, qui ont de grands leviers, une grande structure osseuse, eux, ils y arrivent. Mais, encore une fois, tout est une question de progressivité, prise en main au niveau des différents mouvements. Et si tu ne grilles pas les étapes, logiquement, tu limites ton risque de blessure. Ouais, et il y a ça aussi que tu as dit, dont j'ai pas parlé. J'ai un très bon exemple avec une de mes clientes que j'ai depuis pas longtemps, qui a vraiment ce qu'on pourrait qualifier des fémurs très 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 longs. Genre, elle a un haut du corps tout petit, et par contre ses jambes sont longues, et notamment ses fémurs. Et elle a un gros point fort quad, alors que normalement, quand tu as un muscle long, normalement c'est plus dur de le remplir. Ouais. Sur ses squats, elle m'a envoyé les premières vidéos d'exécution. Moi je pensais du coup qu'on allait faire les squats parce qu'elle voulait absolument faire du squat. Je pensais qu'elle allait le faire focus fessier. Elle m'envoie la vidéo d'exécution, une flexion de genoux, j'avais jamais vu ça. Elle envoie les genoux hyper loin en avant, énormément de flexion de genoux, énormément de quad, et tout ça parce qu'en fait elle a une mobilité de cheville incroyable. C'est-à-dire que l'angle entre son pied et son tibia, c'est vraiment comme ça.
Ok. Et voilà, en fait, définir que quelqu'un va bouger de telle façon, juste en le regardant à poil comme ça, et sans l'avoir vu bouger, savoir comment il est à l'aise ou pas, ben c'est un raccourci. Ça peut aider, mais on peut pas être sûr à 100% que ça va se passer comme ça. De toute façon, c'est comme tout, faut tester. Voilà. Et après, quand tu vois à quoi ça ressemble, comment elle bouge, là oui, tu peux faire quelques petits ajustements. Ok, bon bah je vois que t'es pas forcément à l'aise comme ça, on va trouver ci comme solution. Et à l'inverse, si y a rien à corriger, bah tant mieux, on progresse là-dessus et Mm. puis on avance. Ouais, et je pense que c'est le moment de faire une transition quand même et de recentrer le podcast justement par rapport. Alors on a fait qu'est-ce que c'est. On s'est étalé un petit peu sur d'autres sujets, mais qu'est-ce qu'une bonne technique d'exécution, qu'est-ce qu'une mauvaise technique d'exécution de manière générale. Maintenant, on va toucher un peu plus peut-être à ce qu'on maîtrise dans notre domaine. Qu'est-ce qu'une bonne technique d'exécution pour l'hypertrophie? Je pense que le mieux c'est de faire un petit peu une checklist de tout ce qui permet de qualifier une exécution de bonne pour maximiser un stimulus musculaire. Et je vais commencer par le premier truc que j'avais noté à côté, c'est tout simplement de respecter la fonction anatomique d'un muscle. Donc, typiquement, tu veux travailler ton grand dorsal. Si tu as un mouvement qui va vers l'extérieur, alors que le rôle du grand dorsal, c'est de faire une extension de l'épaule ou une adduction de l'épaule, tu respectes pas la fonction principale de ton grand dorsal. Du coup, tu vas pas avoir le stimulus placé au bon endroit sur le bon muscle. Et donc, tu vas pas maximiser le stimulus musculaire. Et de manière générale, pour savoir si tu respectes la fonction anatomique d'un muscle, il faut tout simplement le travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le sens de ses fibres. C'est comme le bois, c'est comme la viande. C'est de la viande en l'occurrence. Il faut rapprocher les deux insertions musculaires d'un même muscle. Et si on les rapproche, en fait, on le travaille dans le sens de ses fibres et ça marche pour tout. Pour les pecs, si tu veux travailler ton haut de pec, les fibres elles sont comme ça. Donc il faut que tu aies un mouvement avec pas mal de flexion de l'épaule. Si tu veux travailler plutôt le milieu, peut-être un mouvement qui est plus à l'horizontale. Et le bas de tes pecs, un mouvement qui irait plus vers le bas. Et ça marche comme ça partout. Et si tu fais ça, tu t'assures en fait de respecter la plupart du temps la fonction anatomique de ton muscle. Et ça, c'est super important parce que tu peux avoir tout ce que tu veux, le meilleur programme du monde, la plus grosse intensité du monde. Si tu places pas le stimulus au bon endroit, en fait, t'as pas coché la première case. Ouais. Mais tu vois, en ce moment, je pense que ça fait beaucoup de débat avec les bras de levier. Est-ce que faire ton élévation frontale, ça serait plus sur le deltoïde antérieur ou plus sur le haut de pec? Ça, c'est au niveau du côté américain, il me semble que ça fait pas mal débat en ce moment. Mais en soi, les deux ont la même fonction. Donc à partir du moment où tu vas faire ton antépulsion, comme ça, où tu vas faire ta flexion de l'épaule, tu vas recruter ton haut de pec et ton deltoïde antérieur. Maintenant, faut voir, entre guillemets, à quel pourcentage tu vas le faire. Est-ce que si tu es plus droit comme ça, tu seras plus sur l'épaule? Est-ce que si tu es plus incliné et que tu rentres plus vers l'intérieur, tu seras plus sur le haut de pec? Ça, je pense que visuellement, en fonction du sens de tes fibres, tu pourras le voir. Maintenant, sur certains individus, je pense que ça pourrait être un petit peu plus complexe, mais à voir comment ça évolue. Mais je sais que c'était un débat entre si tu as plus de tension en début de mouvement, tu serais plus sur l'épaule. Si c'est plus en fin de mouvement, tu serais plus sur les pecs. Pour le grand dorsal, c'est assez pareil. Comme le grand dorsal, justement, il est divisé en 3 régions. Si tu as plus de tension à l'étirement, tu serais plus sur le bas du grand dorsal. Alors que si tu serais plus en mid-range, voire fin de mouvement, tu serais plus sur partie thoracique ou bien lombaire. Les Américains, ouais, ça reste intéressant, mais après, je pense que tu vas être d'accord avec moi, faut pas nécessairement se casser la tête. Faut juste varier les angles de travail et varier les courbes de résistance dans l'idéal. Et avoir une prog adaptée dans tous les cas. C'est-à-dire que si tu as tendance, parce qu'effectivement l'exemple de l'avant de l'épaule et du haut de pec, c'est un bon exemple. Les Américains, ils parlent de levier souvent.
Ils vont dire, ouais, les pecs, ils vont avoir un meilleur levier avec tant de degrés de flexion Ouais. d'épaule. Le triceps, il va Ils avoir un sont comme meilleur ça, levier. ils font juste cette concentrique là. Ouais, ce qu'ils disent aussi beaucoup, c'est que le triceps, enfin il y a beaucoup de gens qui disent ça, la longue portion du triceps a un meilleur levier Ouais, quand t'as le coude proche du corps. proche Mais du qu'est-ce qu'on buste. s'en Ouais. fiche? Genre, si tu veux du triceps, ben, fais une prog pour avoir des triceps, varie les angles de travail, comme tu dis, varie les courbes de résistance. Pour des muscles qui ont un peu la même fonction, typiquement si tu aurais un gros point fort épaule et quand tu veux travailler le haut de pec, tu prends tout dans les épaules, bah, typiquement, là ça va être un peu plus compliqué, peut-être avoir un peu plus d'adduction horizontale, toujours par rapport à l'orientation des fibres, mais ça va surtout se jouer dans la prog, c'est-à-dire que si tu as un gros point fort épaule, fais pas d'autres exo-épaules et essaie de maximiser le stimulus sur tes pecs et ça va le faire, hein. Puis ce qu'ils aiment bien, surtout en ce moment, c'est vraiment abuser du truc, euh, faire, comment dire, enlever certains muscles de l'équation pour du coup potentiellement maximiser le recrutement d'unités motrices de certains muscles. Typiquement pour le grand dorsal, souvent ce qu'on fait c'est des mouvements polyarticulaires où on vient tirer le coude au niveau de la hanche. Eux ce qu'ils font c'est qu'ils mettent du coup des cuffs ou des accessoires uniquement sur le bras pour uniquement du coup avoir ce focus au niveau du grand dorsal et plus forcément au niveau du biceps. Est-ce que ça a un réel intérêt? Peut-être pour certains professionnels. Maintenant, pour des gens lambda qui même ont un objectif d'hypertrophie, je pense clairement que ça sert à rien. Il y a une exception, enfin il y en a peut-être plus, mais là il y en a une qui me vient en tête parce qu'en fait j'ai fait partie de ces gens, Ou mais pas pour les pour la gens même raison. blessés. Exactement. Moi j'ai été blessé au poignet pendant 8 ou 9 mois, je pouvais pas faire de mouvement de poussée, j'évitais les mouvements de tirage, ça me faisait de la traction dans le Ouais, poignet, je pouvais pas. Et du coup je pouvais pas faire grand chose. Quand t'as plus de poignet, c'est comme quand t'as plus d'épaule. ah, c'est difficile, hein. Cuff. Alors les mouvements de tirage c'était chiant, je commençais à développer des Ouais, espèces de sur le. marques. Parce que en fait tu vois, Ouais, tu réduis le bras de avec les levier. frottements, ouais. Et comme tu réduis le bras de levier, du coup, que tu te rapproches du biceps, t'es obligé de mettre lourd. Je maxais la poulie Basic Fit en tirage, là, comme ça. Donc, moi, Ok. j'étais content, tout le monde veut regarder et tout, ça faisait du bruit et tout. Mais dès que tu reprends une poignée, de toute façon, t'es 2 fois moins fort. Mais j'avais de Ouais, ces ça fait marques. bizarre. Mais au moins, je pouvais m'entraîner, tu vois. Mais, bon, c'est un contexte où justement, ça se justifie. Maintenant, pour dire, ah non, je veux pas engager mes biceps et tout, je fais ça. Bah, pas forcément. Ouais, T'as des facteurs limitants, le fait de tirer avec ton avant-bras, il est fait pour ça quand même, hein, d'attraper quelque chose. Alors après, tu peux mettre quelque chose dans ta main pour le serrer, pour avoir plus potentiellement de recrutement d'unité motrice, plus de stabilité, être plus à l'aise. Tout dépend du contexte. Si t'es bodybuilder pro, que t'as un gros point fort sur les bras et que t'arrives pas à développer ton dos, ouais, ça peut être une bonne alternative. Mais en général, t'as jamais trop de bras, hein. Enfin, je vois pas grand monde qui a des très gros points forts bras. Je vois pas grand monde qui a des très gros points faibles. Et souvent, ça vient juste d'une mauvaise exécution. Donc ouais, c'est surcomplexifier la chose. puis tu vois, ça me rappelle un point dans la formation de Yann et de The Prep Dad. Il disait que même si tu es parfois sur des exos polyarticulaires, en fonction de la direction de la résistance, de ton angle ici au niveau de ton coude, il y a certaines machines, certains mouvements où en fait ton biceps il va juste être stabilisateur. Tu n'auras pas plus de flexion en bas qu'en haut et donc le gros du travail sera quand même sur ton grand dorsal, malgré le fait que tu sois sur un exo polyarticulaire. Mais de toute façon, t'as pas vraiment de levier sur le biceps parce que si l'avant-bras il est aligné avec le câble, c'est comme un mouvement de poussée. Si Voilà. ton avant-bras est dans la direction de la résistance, t'as pas tant de triceps. Tu vas en avoir en haut parce que forcément tu vas te retrouver à un moment où la résistance elle traverse un peu et du coup tu dois faire une extension de coude un peu. Mais en réalité, ouais, non, comme je disais, c'est surcomplexifier la chose. On va passer sur le deuxième point. Bonne idée. Je te laisse, j'ai commencé avec la fonction anatomique du coup. Euh, du coup, on va être large, mais on va pouvoir développer ensuite. Il faut une certaine standardisation. Et donc, pour ce faire, je l'évoquais au début, on va parler d'amplitude. Est-ce que sur toutes tes répétitions, tu viens chercher l'amplitude qui te correspond
peut-être pas forcément une amplitude excessive, rester dans une amplitude active pour tes muscles et ensuite aller chercher pardon, une contraction importante. Est-ce que tu standardises cette amplitude? Sinon, bah, je t'invite à le faire parce que ça reste la base. Comment tu veux t'assurer de progresser si de semaine en semaine, en fait, tu réduis ton mouvement? Là, l'exemple du curl qu'on a souvent cité, si de semaine en semaine, tu laisses un certain degré de flexion en bas du mouvement, et ben peut-être que le jour où tu vas tendre ton bras, malheureusement là, tu auras une blessure ou autre. Il faut des repères de standardisation. Oui, il y a le risque de blessure. Le risque également avec la surcharge progressive de petit à petit réduire ton amplitude pour chercher à progresser plus parce que c'est pas forcément volontaire parfois, mais ça peut arriver. Donc c'est important d'avoir un repère, surtout quand tu travailles dans des amplitudes incomplètes, ce qui n'est pas forcément mauvais. C'est bien de s'exposer aux amplitudes complètes de temps en temps. Après, sur certains exos, c'est pas toujours nécessaire et parfois délétère Exactement. pour maximiser le stimulus. Et il y a même l'inverse. C'est Tu ça. peux, au contraire, au fil du temps, augmenter ton amplitude parce que tu gagnes en mobilité et du coup ne pas réussir à progresser. Et je pense à mon exemple sur le soulevé de terre jambes tendues Et qui, bah j'avais le même en tête. à la base, je le faisais plus en RDL. Je voulais quand même avoir un stimulus sur les ischios, mais j'étais pas capable de garder les jambes tendues parce que j'étais raide comme un piquet, que j'étais pas fort, trop faible dans cette position et toutes les semaines je travaillais justement à augmenter cette extension de mes genoux, envoyer mes fesses loin derrière, avoir une grosse flexion de hanche, peu de flexion de genoux. Et donc j'ai énormément progressé sur l'amplitude. Par contre, j'ai l'impression d'avoir vraiment stagné beaucoup en charge. Enfin, c'est pas une impression, de toute façon, je traque mes performances et je le vois. Et j'ai pas progressé, c'est-à-dire que je mets les mêmes charges qu'il y a 3 mois sur le soulevé de terre. Par contre, j'ai augmenté le stimulus. La technique est différente, ouais. Ouais, carrément. Mais tu vois, moi j'avais la même chose sur le même mouvement, sauf que je faisais aux haltères. Quand je regarde mes vidéos d'exécution il y a peut-être 2 ans, bah, je vois qu'en fait, je suis assez limité, même en flexion de hanche. Tu vois, j'arrive pas forcément à pousser mes hanches vers l'arrière, alors que maintenant, je peux le faire en ayant les hanches relativement vers l'arrière et limite en venant toucher la barre au sol à chaque répétition. Alors, j'ai peut-être, comme tu le disais, la même charge, mais en soi, la différence en termes de mobilité et d'amplitude est assez importante, ce qui fait que bah, ça reste une surcharge progressive au fur et à mesure des années. Voilà, et quand bien même la surcharge progressive, ça va être une conséquence de ta prise de muscle et qu'elle est censée se faire naturellement si tu appliques le bon stimulus, le fait de traquer tes perfs et de voir comment elles évoluent, ça peut t'aiguiller et te dire « Ok, comment ça se fait que là je progresse autant? Est-ce que mon amplitude, enfin mon mouvement est toujours aussi standardisé qu'au début? Est-ce qu'il l'est moins ?» Et ça amène sur un troisième point, ou même ça resterait dans le point standardisation, c'est le fait de Oui. se filmer, faire Moi, je ses pensais pas à exécutions. celui-là. Je pensais pas à celui-là, mais après, ça reste en lien. C'est le tempo. Oui, c'est vrai qu'il Souvent, vaut mieux commencer par ça. après, se filmer, ça permet de voir son amplitude, sa trajectoire, son tempo. Donc, c'est un peu ce qui englobe le tout. Mais le Voilà. tempo, typiquement, d'une semaine à l'autre, si je contrôle ici ma phase excentrique pendant 2 secondes et que bah, la semaine d'après, je la contrôle pendant 1 seconde, automatiquement, j'aurai pas les mêmes résultats en termes de fatigue et donc ma surcharge progressive sera impactée entre guillemets parce que j'aurais pas mis autant de contrôle. 100%. D'où l'importance de se filmer. Ouais, et de remarquer ça. Et moi, ça m'arrive tout le temps, enfin plus souvent sur le tempo que sur l'amplitude, parce que quand je recommence des nouveaux mouvements, je suis un peu infragile. Du coup, je suis un grand adepte de bien contrôler ma charge, etc. Et je me rends compte qu'au fil des semaines, je gagne en confiance. Je me sens capable naturellement de ralentir moi mon excentrique excessivement. Mais comme ça se fait petit à petit, tu t'en rends pas compte. Et quand tu regardes les anciennes vidéos d'il y a quelques semaines sur le mouvement, tu vas te dire « Oh, je contrôlais comme un malade ». Tu regardes les exécutions récentes et ça va beaucoup plus vite. L'idée, c'est de garder un contrôle de la charge et quand tu as standardisé un peu ton tempo, de te focus dessus et parfois c'est le plus dur. Et d'ailleurs, le tempo, c'est la vitesse de l'excentrique, mais ça va être aussi
la pause que tu fais en bas du mouvement, la pause que tu fais en haut. Parce que ça peut permettre aussi de gagner des reps, de gagner de la charge. Et si c'est pas standardisé, bah, tu peux potentiellement te retrouver à faire des rest pauses à chaque répétition pour avoir ta surcharge et créer énormément de fatigue. Tu t'en parlais sur le hack squat, mais moi c'est ce qui m'arrive. Je prends souvent une pause, mais inconsciente, hein, de 1 à 2, voire même 3 secondes sur certaines reps, mais en soi il faudrait pas. Ou alors, si je fais une pause de 2 secondes, faudrait que je la fasse du coup à toutes mes répétitions, mais ce qui est parfois un peu complexe. Et Ou alors sur d'autres... Vas-y. Sur le hack squat, justement, c'est difficile selon la fourchette de répétition. Au niveau de la respiration, la respiration, c'est encore autre chose à standardiser. Mais sur un hack squat, c'est très important. Sur une fourchette courte, du coup, surtout que moi, je varie les fourchettes beaucoup sur mon hack. Je commence avec du très court et je finis avec du très long. Enfin, du très long, non, je finis avec maximum 12 répétitions. Mais au hack squat, pour moi, c'est beaucoup. La série, elle dure 1 minute 30. Mais du coup, sur une fourchette très courte, par exemple 5-6 reps, plus ou moins, potentiellement, tu vas devoir prendre ta respiration avant de descendre et bien bloquer et faire ton bracing. Si tu as une fourchette beaucoup plus longue, que tu vas faire 10, 12, 15 reps, impossible. Niveau cardio, la demande est trop forte. Du coup, il vaut mieux que tu enchaînes, t'inspires un peu pendant le début de descente, tu expires quand tu remontes en haut. Et maintenir ce tempo-là, maintenant, parfois, t'es essoufflé, tu peux faire 10 reps, mais t'arrives à 8, t'es oxy. Et tu sais que tu vas la retenter, t'as la force de la remonter, mais cardio, tu vas mourir, tu vois, et tu vas prendre 10 minutes après pour reprendre ton souffle. Donc potentiellement, si tu as l'habitude de travailler sur une même fourchette de répétition, standardiser ta pause en haut. Moi, je sais que c'est ce que je fais en général quand je fais 9 reps, de m'arrêter à la 7e et de faire un rest pause en haut de 2 respirations, tu vois. Plutôt que de descendre direct et de réinspirer sur la descente, je remonte et je repars. Et en fait, plutôt que de compter des secondes, parce que les secondes c'est subjectif, le fait de le faire en respiration comme ça peut être bien. Ouais, c'est pas bête. Et voilà, du coup, amplitude, tempo, respiration, exécution, toujours la même au fur et à mesure des semaines, et surtout se filmer. Parce que c'est ce que j'avais noté, avoir des bonnes techniques d'exécution, c'est plus dur que ce qu'on croit. Et c'est pas un skills, genre c'est pas ça y est, j'ai une bonne technique sur tel mouvement, je peux arrêter de m'en occuper, elle va rester bonne. Parce qu'avec la surcharge progressive, petit à petit c'est de plus en plus dur de progresser, tu luttes pour aller gratter une rep, pour aller gratter 1 kilo, mais du coup ton exécution se dégrade petit à petit. Si tu fais pas attention, tu vas te retrouver au bout de quelques mois à faire des erreurs techniques que tu te rends pas compte parce qu'elles sont arrivées petit à petit. Et c'est pour ça que même pour un pratiquant qui est très très avancé, continuer de corriger ses exécutions, c'est super important. Et c'est pour ça que le meilleur des bodybuilders a toujours un coach pour le corriger, parce que tout le monde a des travers, tout le monde va faire des erreurs techniques à un moment. Puis c'est surtout qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Tu vois, je l'ai rapidement évoqué, mais juste la trajectoire. Tu peux avoir un très bon mouvement, si d'une série à l'autre, d'une rep à l'autre, t'as pas la même trajectoire, et ben ça aura un impact totalement différent sur ta série. Et ce, surtout sur les exos au poids de corps ou alors avec des charges libres. Je prends l'exemple du développé couché aux haltères. Déjà, placer tes haltères, boum, sur la première répétition, ça va être assez important en termes d'énergie consommée. Mais suffit que sur une certaine rep, ton coude y parte un peu plus, enfin ton coude de ta main parte un peu plus vers l'extérieur, bah ça peut totalement ruiner ta série à cause d'une petite erreur minime. D'où l'importance de vraiment essayer de standardiser même sa phase excentrique, sa position, pour ensuite du coup gratter un petit peu plus de progrès là-dessus et réduire des erreurs techniques qui te coûteront potentiellement des séances de progression. Et ce qui est compliqué pour certains profils, c'est à quel point on se focus là-dessus, parce que le but c'est pas d'être un robot et de faire les mouvements parfaitement, tu vois, parce que parfois ça peut être t'empêcher de mettre une grosse intensité. Il y a des gens qui n'aiment pas s'entraîner comme ça, et puis avoir une exécution qui se dégrade un petit peu en fin de série, c'est quelque chose de normal. Ça reste normal. Maintenant, à quel point il faut le faire, à quel point il faut le contrôler,
Le standardiser ou non, ça va dépendre des profils, c'est toujours quelque chose de compliqué à faire. Et ça dépend des préférences personnelles. Il y en a, ils aiment travailler avec du tricher sur Aussi. quasiment tous les mouvements, mais ils respectent plus ou moins la fonction anatomique. Si ils aiment s'entraîner comme ça respecte la donnée d'adhésion. Donc en soi, c'est pas quelque chose de mal. Tout dépend en fait. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est quand même m'embêter plus et préconiser des mouvements plus contrôlés sur les points faibles notamment. Parce que souvent, les points faibles, comme j'ai dit, c'est souvent une question de mauvaise exécution. Soit c'est ça de toute façon, soit c'est un manque d'intensité. Mais souvent, quand tu vois un point faible et que tu vois les exécutions derrière, tu te dis bah forcément, ton mouvement là, tu te sers pas de tes pecs, tu te sers de tes épaules, tu tires tout avec tes bras. Voilà. Ça peut venir de Et là. ça, tu vois, ça rejoint un point, c'est l'intention de mouvement. Ouais. Ok, t'as un tirage à réaliser, mais comment tu fais ton tirage? Est-ce que tu viens sortir ta cage thoracique, t'essayes de garder tes épaules en arrière, ou alors tu bascules vers l'avant et tu fais ton tirage en trichant, entre guillemets? Ça peut également t'impacter d'une semaine à l'autre. Si la semaine A, t'étais vraiment focus, boum, je tire le coude jusqu'à ma hanche, je mets une petite pause ici, et que la semaine 2, bah inconsciemment, t'es allé chercher un peu plus vers l'avant, potentiellement, ça peut t'impacter, et donc ça peut avoir un recrutement différent au niveau de ton grand dorsal, si c'est un point faible. C'est surtout ça, ouais. Il y a des gens, ils vont apprécier des mouvements qui sont pas les plus stables, les plus optimaux, mais au pire, on s'en fiche, tu vois, ils vont vouloir faire des tractions ou un exercice pas stable, mais vas-y, ils ont point fort dos, c'est un peu triché, on s'en fiche, on va pas s'embêter avec ça. Par contre, si à côté ils ont point faible sur les bras, bah, peut-être se concentrer sur les curls, à pas tricher, avoir vraiment une isolation de la flexion de coude. Et en vrai, c'est tout le temps compliqué, hein, parce que parfois, j'ai l'impression, en tout cas moi, de faire chier mes clients avec ça, de dire ouais mais là tu vois t'as pas appliqué ça, tu répètes la même chose chaque semaine, et lui il se dit mais non mais c'est bon, je fais bien le mouvement, mais ok ça triche un peu, mais je le sens bien, j'ai une bonne congestion, mon cœur il est bien, tu vois. Et c'est pas si simple que ça, si t'as un point faible bras, Ouais. il y a une raison. Justement, Donc faut trouver les bons mots pour lui expliquer, ou alors tester des variantes différentes. mm, Tu vois, là, j'ai un client qui arrive pas forcément à faire du pec deck. Du moins, tu vois, je lui dis de ramener et de fléchir un peu au niveau des coudes pour qu'il ait moins de tension au niveau des biceps. Il n'y arrive pas du tout. Et donc, certaines reps, il va être comme ça. Certaines reps, il sera plus bras tendu. Là, je lui ai dit, quand j'ai vu sa vidéo d'exécution, je lui ai dit, ok, tu vois, on va faire beaucoup plus simple. Comme tu as l'habitude de le faire avec les bras tendus, bah, on va partir comme ça. On va réduire la charge et on va vraiment s'imposer un tempo pour vraiment que tu comprennes ça. Et lorsque tu as validé cette première étape, lorsque bah, tu as plus de compréhension, de coordination, potentiellement tu peux aller chercher un axe de travail un petit peu plus important. Et le pec deck c'est un bon exemple, c'est vrai que ça m'est arrivé une ou deux fois. Certains clients, en fait, on s'en doute pas, mais ils sont plus ou moins débutants, mais en fait, ils ont aucun schéma moteur. Genre, ils se rendent pas compte de comment ils bougent dans l'espace. C'est-à-dire, alors ça C'est doit ça. plus te parler à toi qui fais du coaching en présentiel, En salle, il y a beaucoup de personnes, oui. parce que tu corriges en direct et du coup, tu dis à la personne, non, fais plutôt ça, et elle a du mal, tu vois, la position de la colonne dans l'espace, faire une flexion, une extension lombaire, thoracique. J'ai certains clients, ils savent pas dissocier, ils savent pas bouger, Ouais. ils savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est pareil pour tous les Mais mouvements, en fait. Parfois, ouais. préconiser un mouvement, tu vas te dire, il va être simple à faire pour la Et en personne, fait, et pas du tout. très dur. Ouais. Et c'est pour ça, au début, il vaut mieux privilégier des mouvements qui sont relativement simples à réaliser, ne pas s'embêter sur les exécutions, et avoir des bonnes exécutions sur des mouvements faciles, pour ensuite passer du coup sur des trucs peut-être un peu plus complexes, si c'est nécessaire, hein. Parfois, il n'y a pas besoin de complexifier les choses quand ça marche bien. C'est ça. Mais voilà. Bah, après, ça généralement, tu le vois en fonction des individus. Mais globalement, déjà, rien que le fait d'être sur une machine, ça sera un peu la facilité, mais c'est ce qui conviendra sûrement plus pour la plupart des gens. Ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, qui ont vraiment bah, conscience de leur corps, qui ont peut-être déjà fait certains sports, eux, ils auront déjà cette compétence de savoir comment bouger dans l'espace
Et du coup, ils auront cette compréhension plus vite, plus importante que certains débutants. Donc, ces personnes-là, tu leur dis, oui, bah, on fait du développé à la barre au-dessus de la tête. Oui, ils vont comprendre les placements. Ils vont comprendre que, boum, faut que je contrôle, faut que je ramène ici. Il faut que j'essaye de repousser le plus droit possible. Un débutant, tu lui donnes une barre, il va l'amener ici, il va pas réussir à la poser au clavicule, il va pousser en avant de sa tête, et donc il va se faire emporter vers la charge. Et là, automatiquement, il y a beaucoup plus de risques de blessures, un recrutement musculaire qui sera du coup pas du tout intéressant, et une standardisation qui sera inexistante, entre guillemets. Et parfois, ouais, c'est pas forcément lié au niveau de pratique. Tu vas avoir des gens qui font de la muscu depuis 2-3 ans qui ont toujours des problèmes comme ça. Aussi, ouais, c'est vrai. À l'inverse, des gens qui débutent, qui ont plutôt des facilités, et ça dépend, comme tu l'as dit un peu, du passif sportif, des activités pratiquées auparavant. Je suis sûr, mais je suis quasi sûr, hein, j'en ai jamais eu en tant que client, mais un gymnaste, c'est beaucoup plus ce qu'il fait de son corps s'il se met à faire de la musculation. Oui. On le voit bien, les gens qui font de la gymnastique et qui passent à la muscu en général, ils sont énormes. Et c'est pas pour rien. Mais il y a des activités qui permettent quand même de mieux comprendre son corps, comment tu le bouges, comment tu le places dans l'espace, qu'est-ce que tu fais. Puis après, tu as l'expérience. Genre, toi comme moi, je pense qu'on teste un nouveau mouvement. On va tester, on va trouver les différents réglages, mais on aura cet avantage par rapport aux autres, c'est de comprendre le mouvement. Je sais que telle articulation est impliquée, donc je dois bouger comme ça, je dois me mettre comme ça. Les premières semaines, c'est évidemment de l'adaptation. Il faut trouver quelques réglages, trouver quelques tips au niveau de la technique, mais globalement, ça se fait assez rapidement. Alors que chez un débutant, tu peux passer 4, 5, 6 séances à lui réexpliquer avec peut-être des mots différents pour qu'il réussisse à comprendre et à développer ce schéma moteur. Ouais, et même pour quelqu'un comme nous, enfin surtout comme moi, parce que moi je fais beaucoup de machines et très peu de poids libre, je me rends compte que même si j'ai la connaissance, je connais la fonction anatomique du muscle, je sais qu'en théorie comment il faut faire le mouvement, ça peut m'arriver d'être paumé sur un mouvement ou de pas arriver à le faire, principalement les trucs au poids de corps que j'ai jamais fait. L'année dernière, je m'étais mis des tractions dans ma prog, j'en avais jamais fait auparavant, et c'est plus technique que ce qui n'y paraît, de garder un gainage au niveau de ton tronc, de pas c'est le gainage faire de balancier, important. Serrer les fesses, serrer les abdos. Là, si tu commences à te lester, du coup ça te déstabilise, t'as plus le même centre de gravité. Et j'avais un autre exemple, oui, le développé couché. Développé couché à la barre, j'en ai fait quand j'ai commencé la muscu au tout début, j'ai très vite arrêté. Je suis mis aux machines, et pour les pecs, je crois que j'ai fait 99% de ma vie que des machines. L'autre jour, pour une vidéo, je voulais faire une petite vidéo d'incrustation de moi qui fait du développé couché. J'ai pris la barre, je me suis dit, ça va le faire, je prends barre à vide, je tremblais dans tous les sens. Ouais, la trajectoire et tout, tu sais pas. C'est un truc de fou. Et alors, si je prends une paire d'haltères, j'imagine pas, parce que j'ai jamais fait de développé couché aux haltères ou incliné. Ouais. Tu connais la trajectoire du mouvement, tu sais comment réaliser le truc, mais en fait, t'as pas les schémas moteurs, ça va dans tous les sens, t'as plus cette stabilité. Ouais. Donc, quand même, pour n'importe qui, peu importe l'expérience ou les connaissances, c'est pas forcément aussi simple que ça. Puis parfois, après, pour ton exemple, quand t'as pas forcément de charge, tu vois, t'as pas cette contrainte, t'as pas cette résistance, et donc au niveau de la trajectoire, t'es un peu moins focus. À partir du moment où tu charges un peu plus, logiquement, tu vois plus ou moins ta position, tu sais comment te placer, et ensuite ça t'oblige à plus contrôler et à mieux réfléchir. Donc potentiellement, si tu rajoutes un peu plus, ça pourrait t'aider. Mais ouais, quand t'as pas l'habitude de ce genre de mouvement, c'est vrai que ça surprend. Moi j'en avais fait, développé couché, j'aime pas. À la barre, j'étais plus team halter. Ouais. Là j'en ai fait avec un pote il y a pas longtemps. Mais après, moi, tu vois, j'ai l'avantage, peu importe le mouvement, j'ai mon contrôle, j'ai ma trajectoire. Donc là, ça faisait peut-être 2 ans que j'en avais pas fait. J'ai quand même pris les haltères, j'ai standardisé, tu vois, j'ai touché les pecs à chaque fois, j'avais ma bonne trajectoire, ma bonne amplitude. Mais c'est pas un mouvement que je kiffe pour autant, tu vois. Ouais, bien sûr. Par contre, mon pote, lui, il était surpris. Il m'a dit, mais putain, en fait, tu contrôles grave, t'arrives à avoir la même technique à chaque rep. Et du coup, je lui ai dit, en fait, oui, il faut vraiment que tu essayes de standardiser à fond. Tu vois, mes mains sont placées au même endroit à chaque répétition. Suffit que je parte un petit peu à droite,
je sais que j'ai niqué ma série en fait. Ouais, surtout quand tu arrives un peu plus loin dans ta prog, que t'as standardisé le mouvement, que t'as ta surcharge progressive, le moindre défaut technique, tu sais que ça va te faire perdre ta rep en fin de série, que tu vas Ouais, pas et progresser. ça fait trop chier. C'est frustrant, hein, alors qu'en réalité, ça change pas grand-chose, hein. Donc Ouais. globalement, le stimulus sur la série, c'est plus ou moins le Oui. même. Mais l'accumulation toutes les semaines de séries un peu moins qualitatives avec des exos libres comme ça, Ouais, ça peut fatigue. traduire, enfin, ça peut avoir la conséquence d'un développement musculaire plus faible. Mais en réalité, c'est du détail et le plus important, c'est. Je pense que ça restera toujours les préférences personnelles, hein. À fond. On a parlé du coup de respecter la fonction anatomique, on a parlé de la standardisation de l'amplitude, du tempo, de la respiration, on a parlé du fait de se filmer, que les exécutions se dégradaient petit à petit. Il y a un dernier point que j'avais noté, mais en réalité ça va rejoindre un peu tout ce qu'on a dit, mais c'est une bonne exécution, ça va être quand le facteur limitant de la série, ça va être le muscle que tu cherches à recruter. Et même si ça complète tout ce qu'on a dit avant, si ça coche toutes les cases, c'est pas forcément le cas. Exemple très simple, un tirage, peu importe un tirage pour le grand dorsal, imaginons, tu respectes la fonction anatomique de ton grand dorsal, t'es dans le bon sens, tout est standardisé, t'as une bonne amplitude, un bon tempo, nickel, tu respires bien. Si tu mets pas de sangle de tirage, potentiellement, ton facteur limitant, ça va pas être ton grand dorsal, ça va être ton grip. Et c'est un exemple très commun, donc j'apprends rien à personne en disant ça. Mais en réalité, il y a plein de facteurs externes comme ça, ou de facteurs internes, qui peuvent jouer sur le fait que le facteur limitant de ta série, c'est pas le muscle que tu souhaitais cibler à la base. Sur des exos polyarticulaires, comme tu disais, t'as des muscles agonistes qui participent à ton tirage, qui peuvent également, comment dire, je cherche mon Prendre mot. le relais, Ça, t'avais fait l'exemple avec le tirage horizontal. L'arrière d'épaule, En fait, ouais, voilà. En fait, sur ton tirage horizontal, c'est pas forcément tes trapèzes qui seront à l'échec, mais ça peut être ton arrière d'épaule et tes biceps. Mm. Et donc, comme tu l'expliquais, peut-être faire des shrugs en fin de série, ça serait une solution pour gratter un petit peu plus de stimulus au niveau des trapèzes. mais pareil avec l'exemple tout à l'heure de l'avant de l'épaule et du haut de pec. Peut-être que tu cibles tes pecs, mais Oui. que c'est ton... Non, si, tu cibles tes pecs, mais que c'est pas tes pecs qui arrivent à l'échec, c'est tes épaules. Ben non, ça fait Mais pas sens ce que je dis. Oh, tu m'as compris de toute façon. Ouais, non, mais j'ai compris, oui. Parfois, t'as des muscles Essayer de des faire la points même forts chose. qui vont prendre Pour l'avantage. pousser. T'as des points forts qui vont prendre l'avantage sur le muscle que tu souhaites travailler. Et là, c'est tout la gymnastique de trouver justement des exercices qui te permettent d'aller à l'échec sur le muscle que tu cibles. Ouais. Après, moi, généralement, ce que je préfère pour rattraper les points faibles, c'est plutôt des exos mono-articulaires. Donc, tu vois, typiquement, en ce moment, je fais du pull-over à la poulie. J'avais pas du tout l'habitude d'en faire. En vrai, j'aime plutôt pas mal. Bon, forcément, la longue portion du triceps, je sens que ça chauffe un peu en fin de série, mais je reste quand même bien axé sur le grand dorsal et j'ai pas de compensation extérieure. Donc, globalement, je vais à l'échec avec mon grand dorsal. Mais c'est difficile parce que quand deux muscles ont la même fonction, et des fois, en termes de sensation, tu sais pas trop si c'est l'un ou si c'est l'autre. Ouais, et là justement, utiliser une cuff, par exemple à moitié de l'avant-bras, pour avoir moins de levier sur le triceps et Pour- avoir plus Ouais, de puis grand pour dorsal. fléchir ton bras, potentiellement. Ouais, non, mais même en pullover, enfin, tu peux le faire en réalité, c'est le même mouvement, hein. Ouais. Avec un pullover, avoir la cuff ici, forcément, tu vas demander moins à ton triceps que si tu l'as au niveau de la main ou que tu as une poignée. Mais là, c'est pareil. Et ouais, oui. Moi, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui a un point faible sur les triceps, j'aime bien faire du pullover, mais je sais qu'à chaque fois, peu importe le setup, je vais me retrouver avec les triceps en facteur limitant. Je vais pas pouvoir reprendre ma série, ils vont être en feu, même au bout de 3 minutes de récup. Et donc, c'est potentiellement pas quelque chose à faire. Par contre, pour le pec deck, moi qui ai des problèmes de biceps aussi, je sais que si je fais du pec deck normalement,
c'est mes biceps qui vont totalement arrêter ma série. Du coup, je me suis mis à mettre la poignée à moitié d'avant-bras. J'ai beaucoup moins de levier sur les biceps et je prends beaucoup plus dans les pecs. Et là, j'ai plus ce facteur limitant là. Donc ça demande quand même un certain niveau de connaissance. Et c'est pour ça que c'est important de s'éduquer ou de se faire accompagner par un coach. C'est la facilité, mais c'est vrai. 100%. Après, chacun a ses expériences, chacun teste ou trouve ce qui lui convient le mieux. Mais si tu veux éviter de perdre du temps, bah, il y a un choix plus simple à faire. Voilà. Et je vous renvoie au podcast qu'on a fait ensemble sur la chaîne de Maxime, où c'est le thème principal du podcast, de se faire accompagner. Ah, ça y est, justement. je suis à 6000 pas là. Tu vas... 6000 pas. Là, t'es à combien de kilomètres heure? Je suis à 1,5, je crois. Putain, 1,5, c'est que dalle. Je pense non qu'on a fait le tour de toute façon. À partir du moment où tu standardises, que tu respectes la fonction anatomique et que tu justifies ton exécution par rapport à l'objectif, par rapport à ce que tu veux faire avec l'exercice, tu as une bonne exécution. Et je pense qu'on a fait le tour du sujet, ça conclut bien la chose. Les exécutions, c'est quelque chose de super important pour votre progression. Ça passe avant tout le reste, avant un bon programme, avant de mettre de l'intensité. Si vous n'avez pas les bonnes exécutions, vous foncez droit dans le mur si vous voulez atteindre vos objectifs. Donc voilà, on a fait le tour du sujet. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions également pour le prochain podcast que vous voulez qu'on traite, peu importe le sujet, musculation, entraînement, nutrition, sommeil, motivation, mentalité, peu importe, c'est avec plaisir qu'on les traitera. Si c'est avec toi ou avec un autre invité, je dis ça comme ça. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Merci Maxime d'avoir participé. Je te réinviterai certainement d'ici Merci quelques pour temps. l'invitation. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver le lien de son Instagram et du mien dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine même, dans un prochain épisode de Walk to Growth.